Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? No. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde y sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y en ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Moi, je m'appelle Juan Valderrama. Je suis exilé chilien. Je suis arrivé ici en 1976, à peu près. Mais l'exil, pour moi, il a commencé justement le jour de 1973, quand on a arrêté mon papa. C'était un dimanche matin. J'allais juste aller chercher de l'eau parce que moi, j'habitais dans une population. Et dans les maisons, il n'y avait pas d'eau. Un dimanche matin, mon père, il dormait. Moi, j'étais debout, je suis allé chercher de l'eau au coin de la rue parce que chez nous, il y a pas de l'eau potable. Il faut aller chercher dans un robinet qui se trouvait dans le coin de la rue. Et ce dimanche matin-là, il y a les militaires qui sont arrivés chez moi. Ils m'ont demandé si mon père était là. Et c'est là qu'il a été fait prisonnier. À partir de ce moment-là, l'exil a commencé pour toute notre famille, quoi. Et cette histoire-là, des milliers de Chiliens ils l'ont vécue. Donc moi, je fais partie de cette histoire-là qui a malheureusement, il a touché plein de familles au Chili. Je viens de Antofagasta, au Chili. Nous avons vécu à Santiago pendant les années 71 jusqu'à 74. Et pendant ces périodes-là, j'étais une adolescente. Je me suis approchée de la jeunesse communiste chilienne parce qu'il y avait des gens tout près de chez moi qui étaient des communistes et qui, de porte à porte, ils allaient vendre les journaux du Parti communiste qui s'appelait El Siglo. Je n'étais pas une militante, j'étais vraiment une sympathisante. Je participais à beaucoup de manifestations, à beaucoup de rencontres avec les voisins, avec les gens qui s'étaient engagés, qui nous demandaient notre aide. Mais je n'allais pas plus loin. J'étais là, j'avais mon petit ami qui était un dirigeant de la jeunesse communiste et que grâce à lui, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et voilà, j'ai vécu le coup d'État un jour avec beaucoup de tristesse parce que c'était quelque chose qui s'est cassé. Toute cette effervescence de la jeunesse, des gens, des femmes, des travailleurs, des travailleuses, de tout le monde, d'avoir lutté pour quelque chose vraiment qu'on avait décidé. C'était vraiment perdu. Il y a eu des gens, il y a des disparus, les gens qui sont morts, des voisins qui sont disparus, qui on savait, mais ces messieurs-là, ils sont venus les chercher. Il y avait des histoires tellement
C'est comme si on vivait quelque chose en regardant un film. Nous avons cherché mon papa pendant 6 mois parce qu'il était disparu. Et on l'a trouvé à peu près à 60 km de chez nous, dans une prison à Concepción, parce que je suis né à Lota, au Chili. Et mon père, il était, après 6 mois, quand même, on voyait toujours les séquelles de la torture. Et mon papa, il est resté 3 ans en prison. Moi, je viens d'une famille de 7 enfants. Mon papa, il était mineur à l'époque, c'était le seul à travailler. Et on a eu très difficile à survivre pendant cette période-là parce que justement, comme il n'y avait personne qui travaillait, à cette époque-là, moi j'avais 13 ans parce que je suis né en 1960. Et à 13 ans, j'ai commencé à devenir le chef de la maison. Et j'ai dû arrêter l'école pour pouvoir travailler parce que je devais nourrir mes frères et toute ma famille, quoi. Donc j'ai pas pu continuer les études. Et j'ai toujours dit que l'exil pour nous, il a commencé à partir le jour qu'on a arrêté mon papa. Et c'était une réalité que moi, personnellement, je l'ai vécue d'une façon très forte parce que j'ai eu de camarades, des jeunes camarades qui sont disparus. Maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On a écouté les derniers discours du compagnero Allende comme merde, c'est fini. C'est pour de vrai. Il dit au revoir, quoi. Y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será del hombre digno que fue leal a la lealtad. Il y a adolescents comme on est, on dit oui, qu'est-ce qui se passe, c'est grave. On ne se rend pas compte pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Vaguement, c'est vrai qu'il y a eu un coup d'État, ça on savait, mais plus que ça on ne savait pas, quoi. On n'a pas choisi, on nous a imposé l'exil. Et l'exil, c'est quelque chose que, pour moi, je considère comme une prison ouverte, quoi. Parce qu'on est privé de tout, tu es privé de ta famille, parce que, en fait, on n'a pas de famille. La famille, c'est celle qui t'entoure autour de toi. Mais tes cousins, ton oncle, ta tante, ta grand-mère, tu ne les vois pas. Mais malgré tout ce qui il nous est arrivé des malheurs, on a quand même eu des choses magnifiques. Et grâce à la solidarité internationale et aussi à la solidarité de la Belgique, parce que c'est un pays qui nous a accueillis. Et on a vécu ici, on a commencé, les années sont passées. Et nous, mon papa, tous les jours nous disait de toute façon, l'année prochaine, on va retourner au Chili. L'année prochaine, on va retourner au Chili. On a décidé de faire un travail culturel par rapport aux gens qui avaient besoin d'exprimer leur douleur. Petit à petit, je suis commencé à écrire un peu. Je suis commencé à faire du théâtre. Je suis partie à Antofagasta. Je terminais ma dernière année de lycée. Je suis commencé à faire du théâtre. Je suis commencé à étudier du théâtre. Je suis commencé à participer. Et je suis devenue comédienne. Et là, je participais. On a créé avec des amis des petits groupes qui on allait dans les bidonvilles. On allait rencontrer les gens. On allait rencontrer les femmes
qu'ils avaient besoin des choses, qu'ils avaient besoin d'une aide, qu'ils avaient besoin de raconter leurs souffrances, leurs douleurs. Et alors, on a créé des ateliers créatifs, de l'expression corporelle, du théâtre, de l'écriture. Simplement des moments de réflexion, de partage. Je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose de très riche. On a travaillé avec les enfants. Après, je me suis mariée avec un artiste peintre que tous les deux, on travaillait dans la culture, tous les deux, on était très engagés. Il était responsable d'une galerie d'art. Il donnait des cours de peinture et de dessin dans notre maison, qu'ils avaient un atelier. Et à un moment donné, les choses étaient très compliquées. Et on avait des amis, comédiens. Ils ont dit, nous, on va partir. On part en Belgique. Alors, on dit, oh, bonne chance, comme ça. Et comme petit à petit, on a commencé à se rendre compte que nous, on avait envie aussi de toute cette pression qu'on a eue, toute cette indifférence par rapport à notre travail culturel, il n'était pas reconnu. Alors, on a dit, on ne pouvait pas continuer. Alors, on a décidé de partir. C'était le mois de mai de 1981. Il faisait gris, il pleuvait un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens faire ici? Alors j'avais envie de reprendre l'avion. Il faisait pas beau. En plus, on traverse, pour sortir, on traverse un grand couloir. Tous les gens marchaient comme ça, comme des automates, comme ça, avec personne. Je venais charger avec Diego, avec un son. Personne. Tout le monde marchait comme ça. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Mais en même temps, c'était aussi l'envie de recommencer quelque chose, de créer quelque chose. On avait un enfant, de lui donner à cet enfant une autre possibilité pour nous aussi, étudier, grandir. Finalement, on s'est dit, bon, ici, à cette époque-là, on voyait un Chilien, c'était de la famille, quoi. C'était mon oncle, c'était ma tante, c'était mon cousin, c'était mon frère. En se connaissant entre nous, on a créé notre famille, on a créé le cercle. Un cercle parce qu'on avait besoin de cette famille-là. C'est ici que j'ai compris beaucoup de choses. Je valorisais la force, la souffrance, l'engagement de mes compatriotes. C'est ici qu'on a découvert aussi nos frères latino-américains, parce que ce n'est pas simplement nous qui on était ici. Mais petit à petit, on avait commencé à faire une grande colonie latino-américaine. Parce qu'on était unis par une même souffrance, un engagement de pouvoir être ici, mais en même temps pouvoir être là-bas, avec notre aide, notre solidarité. Comment est-ce que nous, on a créé des noyaux avec nos amis belges pour pouvoir aider les Chiliens. À partir d'ici, de cette petite ville de Liège, on s'est battu pour faire tomber la dictature. L'alma mía, mis cereales vacías saludan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me escondo en la lejanía. Mi brazo derecho en Win quedó, señores oyentes. Y el otro con San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautín, Lo veo en un jardincillo, mis manos en Maitencillo saludan en Perequén. mi blusa en Perquilauquén recogió unos pececillos. Ma mère, elle me faisait dormir, au lieu de me raconter des histoires de livres, elle me racontait l'histoire du Chili, avec beaucoup de nostalgie. C'est dans cette histoire que moi aussi a commencé l'amour pour ma patrie et l'envie de rentrer un jour pour connaître ma grand-mère, mon grand-père, mes cousins de qui on me parlait toujours. On vivait dans le quartier Versailles, à Bruxelles, où il y avait une très grande communauté des exiliés chiliens. On appelait cet endroit Chile Chico, c'est-à-dire Petit Chili, comme une région
au sud du Chili. Je savais très bien, même à 3 et 4 ans, qui était Pinochet. Je savais aussi que je voulais rentrer dans mon pays pour connaître ma famille. Et mes parents, ils travaillaient beaucoup dans des activités sociales pour la mémoire, des activités pour dénoncer la dictature du Chili. Je choisis cette possibilité de faire un doctorat ici en Belgique, un pays que je connais bien, c'est le pays où je suis né. Je connais un peu la langue, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a une très bonne fac ici à Liège. Je fais tout ça pour rentrer après dans mon pays. On a beaucoup parlé, évidemment, dans les années 80, dans les années 90, dans la famille, de toute cette période d'unité populaire. En arrivant en Belgique, c'était un peu la seule chose qui nous rattachait avec les amis, la famille. Enfin, la famille, en l'occurrence, ici en Belgique, je n'ai que mon père, ma mère. Enfin, je n'ai que mon père, ma mère et mes 2 frères. Et beaucoup d'amis, mais pas d'autres membres de la famille, on va dire, légalement. Quelque chose que j'essaie de faire quand j'ai les moyens, c'est d'aller au Chili. Et on a prévu avec ma femme d'éventuellement, la fin de l'année prochaine, donc en 2014, faire un voyage au Chili avec l'enfant. C'est important pour moi parce que ça fait déjà des années que je n'y ai plus été. Et j'ai l'âge d'enfin comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe là-bas et de mieux ressentir la présence de ma famille. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge. J'ai été quand j'avais 16 ans, puis j'ai été quand j'avais 25 ans, et puis j'y suis plus retourné. Donc du coup, ça veut dire que j'ai été à 16 ans où on joue, on s'amuse, enfin on est là. Enfin, si on est chez sa grand-mère, c'est comme si on était ici, on fait les mêmes choses, sauf que au lieu de voir la pluie et le truc, on voit la cordillère des Andes, quoi. À 24 ans, j'y ai été avec des amis. On avait fait Santiago, Antofagasta, Valle de la Luna, donc San Pedro. Et puis on avait fait Arica, Cusco et Machu Picchu. Et ça, c'était très beau, mais c'était encore avec des amis, dans un concept, on parle français, on est très touriste, on y va. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'y aller en tant que parent, en tant que personne adulte, et parler avec mes oncles d'homme à homme et pas comme un enfant qui vient une fois tous les 4 ans et qui fait ah oui, il y a eu une fête ce soir, il y a des rappeurs. Je pense que la vision est tout à fait différente, le monde a complètement changé, et fatalement les esprits, les mentalités aussi. Un jour je me trouve dans une fête, dans une association, une ASBL, que je me trouve avec ici mon ami Juan. Et on se retrouve avec chacun une guitare en main, on commence à parler, on se rend compte que les deux on est chiliens, qu'on a beaucoup de choses en commun. On est 2 fils de l'exil et ils m'invitent pour une répétition avec eux. Nous, notre seule arme, c'était la musique. C'était l'art. C'est à partir de là, on pouvait dénoncer, on pouvait passer un message, on pouvait faire montrer notre culture, mais en même temps faire une certaine solidarité pour réunir des fonds pour apporter la main. Et c'est ce qu'on a toujours fait ici. Nous avons un groupe avec des exiliés comme moi. Et Thomas, il participe aussi avec nous. C'est un groupe Contratiempo. C'est une meilleure manière d'exprimer ses opinions aussi. Enfin, tu n'inculques pas les opinions, tu dénonces. Parce que quelque part, pour moi, le fait de faire cette musique-là, c'est pour dénoncer quelque chose qui se passe. Et malgré que la plupart des gens ne comprennent pas l'espagnol ici, mais ils sont quand même, rien que par la mélodie, ils sont quand même attirés, tu vois, par la musique.
c'est pour ça que je dis que cette musique-là, ça représente l'ensemble des exilés d'ici et de là-bas. Animado por la lírica, latinoamericano es la sola y única manera ser hermano. Ponle volumen y levanta tu mano. 2007 será nuestro año. La matanza sigue y hace mucho daño, yo. El poder es mío, yo. Fuerte y extraño, yo. J'ai jamais prétendu faire du rap social ni du rap engagé. Moi, je fais du rap juste pour exprimer une émotion, une sensation et envoyer des images dans la tête des gens. Parfois, ça peut être très vulgaire, parfois, ça peut être très beau, parfois, ça peut être des références littéraires, ça peut être des références scientifiques. J'aime bien juste jouer avec le verbe et la langue et juste envoyer une émotion. 2007, bunker, millésime et bon cru. Moi, je crame toutes tes pistes et ton install a fondu. On est des bons de bad boy. Le combat social, je le vis en privé, avec madame, avec le petit bientôt. Pour moi, cette espèce d'art, il revendique tout ça, mais d'une manière légère. Et c'est un divertissement que je me permets. Je ne maîtrise pas très bien le vocabulaire en espagnol. Donc du coup, je suis beaucoup plus timide à faire des slams ou à faire des textes en espagnol. En français, je suis beaucoup plus léger et je peux me permettre beaucoup plus de légèreté de par ma formation scolaire, quoi. J'ai étudié en français, j'ai fait mes études en français, mes amis parlent français. Tous les livres que j'ai lus dans toute ma vie, ils ont toujours été lus en français. J'ai peut-être lu une dizaine, une quinzaine de livres en espagnol, avec lesquels je manie pas très bien toujours les mots. Donc du coup, il fallait aller chercher dans le dictionnaire, et ça veut dire quoi, et là, il veut dire quoi, et je comprenais pas toujours. Donc je manie beaucoup plus le français. Dans le français, je me permets d'aller beaucoup plus loin dans la recherche émotionnelle et psychosomatique que peut créer une chanson. Si c'est possible aussi de continuer un petit peu à cultiver cette musique latino. Mais la musique latino, pour moi, elle est... j'ai perdu beaucoup, quoi. Hein, j'ai l'impression qu'entre 1970 et 2012, le Chilien qui va se dire qu'est-ce que tu vas apprendre à ton fils, il va te dire Víctor Jara, Violeta Parra, les poèmes de Pablo Neruda, les discours de Salvador Allende, et voilà, quoi. Donc c'est un peu ces icônes là, et on a envie de les transmettre. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'écoute le Chilien à la radio. Probablement de la merde, mais... Tu peux vivre une dictature de différentes manières. Soit tu la vis à l'intérieur, ou soit tu la vis en ici. Mais de toute façon, tu vis la souffrance de la dictature. J'ai passé 20 ans à entendre tous les jours que l'année prochaine on partait, on n'est jamais parti. À un certain moment, ça devient une utopie de dire on va tous retourner parce qu'en fait on est tous revenus. Et on devait tous retourner, et on ne l'a jamais fait. Moi, avec le nombre d'années que je suis là, je me suis posé la question par rapport aux autres, comment ça se fait que j'ai toujours l'accent, que les gens ils me disent des fois, ça fait longtemps que tu es ici. Non, je dis, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je suis là. Le problème, c'est que je n'ai jamais accepté ça. Je ne l'ai jamais accepté, pourquoi? Parce que je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé à venir ici. En fait, je suis victime comme des milliers de gens qui viennent ici. Et donc aujourd'hui, les Chiliens doivent être autour des 3000, 4000. Donc à un moment donné, ils ont été très majoritaires. Aujourd'hui, ils sont minoritaires si on compare la présence des Colombiens, des Brésiliens ou des Équatoriens, qui sont les noyaux les plus importants parmi la communauté latino-américaine actuelle en Belgique. La transmission de génération en génération des valeurs n'est pas facile. La génération des années 70-80, c'est une génération de militants. Donc un concept de solidarité très forte, un concept de partage très fort, un concept de participation très fort. Ce n'est pas le cas de nos enfants. Nos enfants ont vécu une autre réalité. La plupart ont vécu ici, ils sont nés ici, et leurs préoccupations sont parfois fortement différentes aux nôtres.
je suis principalement belge aujourd'hui. Donc du coup, je m'estime faire partie, on va dire, de cette génération qui voit le Chili un peu comme un lointain souvenir. On y retourne de temps en temps, mais je n'ai pas de lien direct. Mais malheureusement, je reste convaincu que même si mon sang est chilien, et que mon corps est chilien, mon faciès, mes cheveux, je me suis élevé, et mes parents m'ont élevé avec une éducation chilienne, ou enfin comme on peut quoi finalement, mais en Belgique. Participer avec eux dans tous les mouvements sociaux. C'est ça un peu mon but. C'est pour ça qu'après mes 3 ans qui me restent ici d'études, je vais rentrer, parce que je peux faire beaucoup plus de choses dans un pays qui est moins développé et qui a plus de problèmes. J'ai beaucoup souffert, mais je ne me suis jamais dit je vais oublier. Je vais oublier tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. Je l'ai gardé. Et quand j'avais la possibilité de parler, je parlais. Il faut que la mémoire soit toujours vivante. Tu vois, comme ce qui s'est passé ici pendant la guerre, il faut que cette mémoire, ça continue. On ne peut pas effacer cette mémoire-là.